Le monde criminel souterrain est un immense réseau interconnecté de gangs, de mafias et de hors-la-loi, tous animés par une soif insatiable de violence. Parmi eux, MS-13 se distingue par une brutalité extrême. Ils n'aiment même pas tirer sur leurs victimes, trop rapides, trop propres. Ils préfèrent en faire durer. Des rues de Chicago aux ruelles les plus sombres d'Italie, des gangs ultra-violents ont pris le contrôle de territoires entiers. Ils recrutent des jeunes hommes pour mener des actes de violence choquants, sans aucune peur ni retenue. Dans leur logique, si quelqu'un vous manque de respect, il faut le détruire. Point final. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de ce monde parallèle, à la découverte des 15 gangs les plus dangereux au monde. Et on commence tout de suite. Dans les terres brûlées du Mexique. Numéro 15. Los Zetas. Voici l'un des cartels les plus redoutés du Mexique. Les Zetas. L'origine de cette organisation impitoyable remonte à l'année 1997 quand 31 membres des forces spéciales aéroportées de l'armée mexicaine ont fait défection et ont basculé dans le crime organisé. Ces soldats d'élite ont mis à profit leurs compétences militaires pour devenir tueurs à gages, gardes du corps et trafiquants de drogue pour le cartel du Golfe, dirigé alors par Osiel Cárdenas Guillén. Entre 1997 et 2002, le groupe était dirigé par leur chef d'origine, Arturo Guzmán de Sena, surnommé Zé Uno. Mais le 22 novembre 2002, de Sena est repéré dans un restaurant à Matamoros, dans le Tamaulipas. Et il est abattu par l'armée. Le groupe prend son nom de code, Z, et son héritage reste profondément lié à l'histoire des États. Après sa mort, la direction passe à Heriberto Lascano, connu sous le nom de El Lasca ou Z3. C'est lui qui libère les États de l'influence du cartel du Golfe, notamment après l'arrestation puis l'extradition de Cárdenas. Depuis ce moment-là, les États opèrent en toute indépendance et sont devenus une organisation aussi puissante que cruelle. Ils sont actifs dans le trafic de drogue, le trafic d'armes, la traite d'êtres humains et bien plus encore. Leur réseau est tentaculaire. Il s'étend jusqu'en Amérique centrale, en Colombie, au Venezuela, en Europe, aux États-Unis, et même dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Mais ce qui les rend vraiment différents des autres cartels mexicains, c'est leur niveau de sophistication tactique, directement hérité de leur formation militaire. Leur brutalité est extrême. En août 2010, des membres des États ont assassiné 72 migrants, avant de jeter leurs corps dans une fosse à San Fernando. Ils contrôlent leur territoire comme une armée. Et dans le monde souterrain mexicain, leur nom seul suffit à inspirer la terreur. Numéro 14. La fraternité aryenne. Avant les années 1960, la plupart des prisons américaines étaient encore ségrégées par race. Mais à mesure que les États-Unis avançaient vers l'intégration, les détenus ont commencé à se regrouper en gangs. C'est ainsi qu'est née la fraternité aryenne. Selon plusieurs sources, le groupe aurait vu le jour à la prison d'État de San Quentin avant d'étendre son influence à l'ensemble du système pénitentiaire californien. Dès 1975, la fraternité était devenue une véritable organisation criminelle. Elle s'est engagée dans de violentes guerres raciales contre d'autres gangs carcéraux, comme la Nuestra Familia ou la Black Guerrilla Family. Ces conflits ont été si sanglants que les autorités californiennes ont fini par séparer les groupes dans différentes prisons. C'est ainsi que la fraternité s'est retrouvée enfermée à Chino, où elle a consolidé ses forces et mis en place une hiérarchie structurée. Et à mesure que le nombre de membres augmentait, les ambitions grandissaient elles aussi. Dans les années 1990, le groupe a peu à peu délaissé les conflits raciaux au profit du crime organisé. Trafic de drogue, prostitution, meurtres ciblés. Rien ne leur échappait. À un moment donné, leur influence était telle qu'on disait qu'ils étaient plus puissants que la mafia américaine. Une fois bien établis dans les prisons, ils ont commencé à s'étendre à l'extérieur, recrutant des milliers de membres. Aujourd'hui, la fraternité aryenne compte entre 15 000 et 20 000 membres, à l'intérieur comme à l'extérieur des prisons, ce qui en fait l'un des groupes criminels les plus redoutés des États-Unis. Numéro 13. Le cartel de Jalisco. Nouvelle Génération, le CGNG ou cartel de Jalisco Nouvelle Génération, est un syndicat criminel basé à Jalisco, au Mexique. Il est connu pour sa violence extrême, son organisation militaire et une ascension fulgurante depuis sa fondation en août 2009. Derrière ce groupe, Nemesio Oseguera Cervantes, surnommé El Mencho, un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde. Le gouvernement mexicain le classe comme le cartel le plus dangereux du pays et le deuxième plus puissant, juste après le cartel de Sinaloa. Le CJNG fonctionne comme une véritable armée. Groupe d'opérations spéciales, entraînement militaire, logistique avancée.
Ils vont même jusqu'à former leurs propres tueurs à gages, avec des programmes spécifiques d'entraînement. Leur domaine d'activité principal reste le trafic de drogue, et ils contrôlent une large part de l'économie souterraine du Mexique. Mais en creusant un peu plus, on découvre quelque chose d'encore plus glaçant. Selon certains témoignages, le CJNG aurait recours au cannibalisme. Certains nouveaux membres seraient même forcés de manger la chair de leurs victimes lors des rites d'initiation. Et ce n'est pas tout. Le cartel utilise également des drones armés lors de ses attaques, une première dans le crime organisé mexicain. Leur réseau s'étend aujourd'hui au-delà du Mexique. Guatemala, Salvador, Costa Rica, Panama, mais aussi plusieurs États des États-Unis, l'Australie, l'Amérique du Sud et l'Europe. Numéro 12. MS-13. Dans les recoins les plus sombres du monde criminel, une gang se distingue par sa violence incontrôlable et son histoire sanglante. C'est MS-13, aussi appelée Mara Salvatrucha, une organisation criminelle internationale née à Los Angeles dans les années 1980. Au fil du temps, cette gang est devenue l'une des plus redoutées de tout l'hémisphère occidental. Son réseau dépasse largement les frontières des États-Unis. Mais c'est surtout dans la région du Triangle Nord, comprenant le Guatemala, le Salvador et le Honduras, que leur influence est la plus brutale. À cause de leurs activités et de celles d'autres gangs, cette zone est aujourd'hui considérée comme la région la plus violente au monde, en dehors des zones de guerre. À l'origine, dans les années 80, la MS-13 n'était qu'une simple gang de rue, créée pour protéger les réfugiés d'Amérique centrale, notamment ceux venus du Salvador, du Guatemala ou du Nicaragua, fuyant les guerres civiles. Mais très vite, le groupe a dévié vers la criminalité pure. D'un rôle de défenseur, ils se sont transformés en ce qu'ils prétendaient combattre. Aujourd'hui, la MS-13 est ancrée dans le trafic de drogue, le commerce d'armes, la traite d'êtres humains, l'extorsion et bien d'autres activités illégales. Elle est aussi bien implantée dans les prisons américaines que dans celles d'Amérique centrale, ce qui lui permet de renforcer encore plus son réseau. MS-13 est aussi en guerre depuis des années avec son grand rival, le 18e Street Gang. Ce conflit permanent a provoqué la mort de milliers de membres et même des civils pris entre deux feux. Numéro 11. Yakuza. Au cœur du Japon, une mafia agit dans l'ombre depuis des siècles. Son nom, la Yakuza. Bien plus qu'une simple organisation criminelle, la Yakuza est une véritable institution mafieuse avec des tatouages traditionnels impressionnants, des rituels inspirés des samouraïs et une structure extrêmement organisée. Elle contrôle une énorme partie des activités illégales au Japon. Chantage, contrebande, proxénétisme, trafic de drogue, jeux clandestins, prêts usuriers, extorsion. Mais ce n'est pas tout. La Yakuza détient aussi des entreprises légales. Bars, restaurants, sociétés de transport, agences de talent. Et même des usines. Les originaux et ses origines exactes de la Yakuza sont floues. Certains historiens pensent qu'elle vient soit de samouraïs sans maître, appelés Ronin, qui se sont tournés vers le banditisme, soit de guerriers ayant voulu protéger le peuple contre ces mêmes Ronin au début du XVIIe siècle. Avance rapide. Dans les années 1960, la Yakuza comptait plus de 180 000 membres. Mais avec le temps, ce chiffre a fortement diminué. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont environ 88 000 en comptant les membres actifs et les affiliés. Malgré toutes leurs activités criminelles, la Yakuza a parfois réalisé des actes caritatifs surprenants. En 1995, après le tremblement de terre de Kobe et en 2011, lors du tsunami et du séisme au Japon, la Yakuza a distribué des vivres et de l'aide aux sinistrés. Avec le temps, ils ont remplacé la violence directe par des crimes économiques, ce qui leur a valu une image de gang moins meurtrier que les autres. Mais ne vous laissez pas berner. Ils sont toujours aussi dangereux. Un mal nécessaire pour certains, un virus social enraciné, presque impossible à déraciner, malgré les efforts continus du gouvernement japonais. Numéro 10. Les Crips. Dans les années 1950, le sud de Los Angeles fait face à une crise. Des gangs armés commencent à émerger dans les rues. On est juste après la Seconde Guerre mondiale, l'économie américaine est en déclin et la ségrégation raciale empêche de nombreux hommes afro-américains d'avoir un avenir stable. C'est dans ce climat explosif que les Crips vont naître. À mesure que les années passent, Central LA devient un territoire gangrené par les violences. En 1969, Stanley Tookie Williams rencontre Raymond Lee Washington. Ensemble, ils veulent unir les gangs de la ville sous une seule bannière. Washington, qui fréquentait la Fremont High School, prend en charge le côté Est. Williams, de son côté, contrôle l'Ouest, c'est là que les Crips voient le jour. Leur signe distinctif? Le bleu. Bandana, vêtements, baskets, tout est scodé. Mais leur couleur n'est pas le seul élément fort.
Ils sont aussi profondément impliqués dans la production et la distribution de drogue, et leur histoire est marquée par une violence continue. Les Crips sont divisés en 7 des sous-groupes autonomes, dont certains sont aujourd'hui en guerre les uns contre les autres. Fusillades, drive-by, meurtres ciblés. Les victimes sont nombreuses et souvent très jeunes. Ils entretiennent aussi une rivalité historique avec un autre gang, les Bloods. Ces deux noms sont presque indissociables, tant leurs histoires sont liées et tant leur haine mutuelle a façonné le paysage criminel de Los Angeles. Numéro 9. Les Bloods. La jeunesse des Bloods remonte à la fin des années 1960, quand une violente rivalité éclate entre les Crips et un groupe de lycéens. D'après l'histoire de la gang, Raymond Washington, cofondateur des Crips et chef du West Side, lance une attaque coordonnée contre deux élèves de la Centennial High School à Compton, en Californie, Sylvester Scott et Benson Owens. L'agression est brutale. En réponse, Scott décide de fonder sa propre gang, les Piru Street Boys. De son côté, Owens fonde la West Piru Gang, une gang rivale destinée à contrer la domination croissante des Crips. C'est là que naissent les tout premiers Bloods. Leur idée ? Créer une gang capable de protéger ceux qui ne faisaient pas partie des Crips face à leur influence grandissante et au harcèlement de plus en plus courant dans leurs rangs. D'ailleurs, bien avant leur création, beaucoup de jeunes qui n'étaient pas affiliés aux Crips se désignaient déjà entre eux comme Blood. Le nom s'est imposé naturellement. Le 21 mars 1972, peu après un grand concert à Los Angeles, une vingtaine de membres de gang attaquent un jeune garçon nommé Robert Ballo Jr. devant le Hollywood Palladium. En tentant de défendre sa veste en cuir, il est violemment battu à mort. L'affaire provoque un énorme choc dans les rues. Les médias s'emparent de l'histoire, et paradoxalement, ce sont les Crips qui en ressortent encore plus populaires. Après de nombreuses attaques similaires contre des jeunes non affiliés, plusieurs gangs harcelés par les Crips s'unissent sous la bannière des Piru, avec une mission claire: résister à la domination des Crips. C'est ainsi que les Bloods prennent définitivement forme. Dans les années 1980, ils évoluent à leur tour en organisation de trafic de drogue, gagnant des millions, voire des milliards, grâce au marché illégal. Comme les Crips, les Bloods sont divisés en deux branches principales. Les West Coast Bloods à l'ouest et la United Blood Nation, aussi appelée les East Coast Bloods, à l'est. Au fil des années, les Bloods ont grandi en nombre, en richesse et en influence. On les reconnaît facilement grâce à leur bandana rouge, symbole qu'ils continuent fièrement à porter aujourd'hui. Numéro 8. La mafia russe. Contrairement aux Bloods et aux Crips, la mafia russe n'est pas une simple gang de rue. C'est un syndicat du crime organisé extrêmement structuré, dont les racines s'enfoncent dans presque tous les trafics imaginables. La période d'après-guerre en Russie et surtout la chute de l'Union soviétique ont créé un terrain fertile pour leur montée en puissance. Le gouvernement était instable, incapable de contrôler ce qui se passait dans le pays. Des groupes armés ont alors commencé à émerger, exploitant le marché noir en pleine expansion et bâtissant leur fortune grâce à la violence, à la corruption et aux crimes internationaux. Dès les années 1990, la mafia russe figure en haut de la liste des menaces identifiées par le FBI. Selon Louis Freeh, directeur du FBI entre 1993 et 2001, la mafia russe représentait la plus grande menace pour les États-Unis à cette époque. Et aujourd'hui encore, en 2022, elle est considérée comme l'une des organisations criminelles les plus grandes, puissantes et redoutées du monde. Elle se compose d'environ 6000 groupes différents, et ses activités vont du trafic d'êtres humains à l'extorsion, en passant par le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, le trafic d'armes, des meurtres ciblés, des crimes financiers à grande échelle, et même des liens avec le terrorisme. La mafia russe est aussi connue pour manipuler les gouvernements, imposer sa volonté par la force et tremper dans des affaires de blanchiment à l'international. Avec plus de 500 000 membres, présents dans plus de 50 pays, la mafia russe est devenue une véritable épine dans le pied de la communauté internationale. Et malgré de nombreux efforts, personne n'a réussi à l'éradiquer. Numéro 7. Le gang du 18e rue, aussi appelé C-Dixuit, Barrio Dixuit, ou simplement la Dixuit. Ce gang multiethnique est né dans les rues de Los Angeles et s'est transformé en organisation criminelle transnationale. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands gangs des États-Unis, avec entre 30 000 et 50 000 membres répartis aux États-Unis, au Mexique et en Amérique centrale. Le groupe entretient des liens étroits avec la mafia mexicaine et on lui attribue une grande responsabilité dans la transformation du Triangle Nord en zone à taux d'homicide record mondial. Tout commence dans les années 1960. De nombreux immigrés mexicains et latino-américains sont rejetés par les gangs hispaniques déjà établis,
comme les Clanton 14. Exclus, ces jeunes fondent leur propre clique. C'est ainsi que la 18e Street Gang prend racine. À mesure qu'elle grandit, elle entre en conflit avec d'autres gangs hispaniques. Ces guerres de territoire sont sanglantes. Et la 18 perd régulièrement des hommes. Pour survivre, elle décide d'ouvrir ses rangs à toutes les origines, faisant d'elle le premier gang multiethnique de Los Angeles. Aujourd'hui, la 18e rue est composée d'une cinquantaine de groupes autonomes, mais tous unis sous la même bannière. Leur réseau est profondément enraciné, et on les retrouve impliqués dans pratiquement toutes les formes de criminalité. Trafic de drogue, armes, extorsion, assassinat, enlèvement, intimidation. Le gang est aussi fortement présent en prison, où il perpétue sa culture de domination et de violence. Et leur influence dépasse désormais les frontières américaines. On retrouve la Dixit en Australie, au Canada, en Angleterre, en Allemagne, mais aussi au Salvador, en Équateur, au Guatemala, et bien d'autres encore. Numéro 6. La Camorra. La ville de Naples est devenue le berceau de cette organisation criminelle redoutable au XIXe siècle. Peu de choses sont connues sur les origines exactes de la Camorra, mais selon certaines sources, le mouvement pourrait avoir vu le jour en Espagne dès le XVe siècle, avant d'être introduit plus tard en Italie. Avec le temps, la Camorra a gagné en brutalité et en influence. Ses activités incluent la contrebande, le chantage, l'extorsion, les braquages armés, les enlèvements et bien sûr le trafic de drogue. Après l'unification de l'Italie en 1861, les autorités lancent une vaste répression contre le groupe, notamment une série de chasses à l'homme dès 1882. Cette pression judiciaire fait chuter le pouvoir de la Camorra. En réponse, ses dirigeants tentent de placer leurs hommes dans la politique. Mais lors des élections municipales de Naples en 1901, tous leurs candidats sont battus. Le coup fait dur, leur influence s'affaiblit encore davantage. Malgré tout, la Camorra ne disparaît pas. Dans les années 1980, elle se tourne vers un marché bien plus lucratif, la drogue. Et son emprise dépasse alors largement les frontières de l'Italie. Son mode d'organisation ressemble fortement à celui de la mafia italienne classique. Et avec plus de 10 000 membres à travers le monde, son empreinte reste visible, en Italie comme à l'international. Numéro 5. Les Latin Kings fondés à Chicago dans les années 1960, les Latin Kings sont à l'origine une gang de rue composée principalement de jeunes hommes mexicains et portoricains. Leur idée de départ: combattre les discriminations raciales subies par les jeunes immigrés dans les quartiers défavorisés. Mais très vite, le groupe prend un virage radical et devient une véritable organisation criminelle. Les Latin Kings sont divisés en deux grandes factions. La branche Motherland, aussi appelée King Motherland Chicago ou KMC, et la faction Po Bloodline, basée à New York. La faction Motherland compte plus de 160 sections bien structurées, actives dans 150 villes, réparties sur 31 États. Selon les chiffres, il serait entre 20 000 et 35 000 membres, ce qui en fait l'un des plus grands gangs de Chicago. La faction Bloodline, quant à elle, regroupe entre 2 200 et 7 500 membres, eux aussi lourdement armés et déterminés à imposer leur domination par la violence. Même si ces deux branches partagent les mêmes origines, elles fonctionnent de manière indépendante. La faction de New York ne rend pas compte à celle de Chicago. Leurs opérations sont principalement financées par la vente de drogue dans la rue, mais aussi par des braquages, du blanchiment d'argent et des fraudes financières. Au fil des années, les Latin Kings ont noué des alliances avec d'autres gangs, comme les Bloods, le cartel de Sinaloa ou encore les Vice Lords. Mais ils se sont aussi heurtés à des rivaux puissants comme les Crips, les Gangster Disciples, la United Blood Nation, les Los Zetas ou encore la Raza Nation. Ces affrontements mènent régulièrement à des bains de sang, chaque gang cherchant à affirmer sa suprématie dans les rues. Et dans une ville comme Chicago, saturée d'armes à feu, les violences ne cessent jamais. Aujourd'hui, les Latin Kings sont reconnus comme la gang de rue la plus violente des États-Unis, avec des meurtres et des fusillades recensées chaque année par dizaines. Numéro 4. La nation des Vice Lords. Dans l'univers sombre et souterrain de Chicago, un autre gang s'est imposé par sa brutalité. La Vice Lord Nation. Les origines de cette organisation remontent à l'année 1957. Un groupe de jeunes afro-américains originaires du quartier de North Lawndale se rencontrent au centre correctionnel pour mineurs de Saint-Charles et c'est là qu'ils décident de s'unir. Sous la direction de leur fondateur Edwin Pepo Perry, la gang prend rapidement de l'ampleur. Dès leur sortie de détention, ils diffusent leur message dans les rues et recrutent de jeunes garçons comme eux, les plongeant dans le style de vie des gangs. Ils se retrouvent vite en guerre ouverte avec d'autres groupes bien établis.
En 1964, moins de 10 ans après leur création, les Vice Lords deviennent un sérieux problème pour les forces de l'ordre. Leurs membres sont très violents, impliqués dans des braquages à main armée, des vols de voitures, des agressions, des meurtres, des fusillades entre gangs et bien sûr de l'extorsion. Puis, dans une tentative de redorer leur image, ils se renomment Conservative Vice Lords. Pendant un temps, ils reçoivent même une attention positive, jusqu'à ce que les choses dérapent. En 1970, ils obtiennent même une subvention de 275 000 $ de la fondation Rockefeller. Mais au lieu d'en faire bon usage, l'argent est réinvesti dans des activités illégales. Aujourd'hui, les Vice Lords ont évolué. Ils sont devenus plus sophistiqués et se spécialisent dans des crimes dits non violents, comme la fraude hypothécaire, la fraude à la carte bancaire ou le blanchiment d'argent. Selon le département de la justice des États-Unis, le gang opère actuellement dans 74 villes, réparties dans 28 États, avec entre 30 000 et 35 000 membres à l'échelle nationale. Numéro 3. La mafia 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta est l'un des plus anciens groupes criminels d'Italie, avec des origines qui remontent au XVIIIe siècle. Certains pensent même que cette organisation serait née en réaction aux persécutions subies par la mafia sicilienne, la Cosa Nostra. Au fil des décennies, la 'Ndrangheta a élargi ses activités. Blanchiment d'argent, extorsion, traite d'êtres humains et même manipulation de marchés publics. Son influence est profonde, à tel point que des figures politiques de haut niveau ont été directement impliquées. C'est le cas de l'ancien député italien Giancarlo Pitelli, condamné à 11 ans de prison en 2023 pour avoir agi comme intermédiaire au service de l'organisation. D'après le secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock, la 'Ndrangheta figure parmi les organisations criminelles les plus dangereuses au monde. En 2021, Interpol a même dû créer une task force spéciale pour s'attaquer à ces réseaux. Ses racines plongent dans le trafic d'armes, les réseaux internationaux et toutes les formes de criminalité imaginables. Chaque année, elle engrange des milliards de dollars. En 2008, l'Institut de recherche italien Eurispes estimait que la 'Ndrangheta réalisait 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit près de 3% du PIB italien. Le plus inquiétant, elle réinjecte ses profits dans l'économie locale en finançant des entreprises en difficulté, mais dans un seul but, les contrôler. Avec 10 000 membres actifs et plus de 60 000 affiliés dans le monde, la 'Ndrangheta continue de dominer la scène criminelle italienne et s'étend aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et en Australie. Numéro 2. Les Hells Angels. En 1948, un groupe de motards californiens se rassemble pour former une bande hors la loi. Les Hells Angels. Depuis, ils sont devenus le gang de motards le plus célèbre et le plus redouté des États-Unis. La plupart de leurs membres sont des hommes blancs, passionnés de motos Harley-Davidson. Malgré une tentative de redorer leur image au fil des années, la violence fait partie intégrante de leur identité. Leur premier chapter ouvre à San Francisco en 1954, puis à Oakland en 1957. Et peu à peu, les Hells Angels se répandent dans tous les États-Unis. Les films de motards à petit budget des années 60 et 70 ne feront qu'accroître leur influence et leur aura de rébellion. Bagarres, coups de couteau, fusillades, règlements de compte. Les Hells Angels ont écrit leur légende dans le sang. Mais ce n'est pas tout. Ils sont aussi fortement impliqués dans le trafic de drogue. Même si les tentatives pour les poursuivre pour crimes organisés ont échoué, le FBI continue de les classer comme un gang de motards hors la loi. Numéro 1. Les Black Disciples. Dans les coins les plus sombres de Chicago, là où la criminalité est reine, les Black Disciples sont devenus l'un des gangs les plus puissants de la ville. Le groupe est fondé en 1966 par David Barksdale. Et très vite, il recrute des jeunes Afro-Américains dès leur adolescence pour les plonger dans la vie criminelle. Leurs activités incluent le trafic d'armes, le cambriolage, les enlèvements, le blanchiment d'argent, les jeux clandestins et toute forme de racket. Le gang est aussi profondément enraciné dans la culture hip-hop de Chicago. Des artistes comme Chief Keef, le regretté King Von ou encore Lil Durk portent ouvertement leurs couleurs. À l'origine, le groupe aurait été formé pour se défendre contre les autres gangs. Mais au fil du temps, ils sont devenus les démons qu'ils voulaient combattre. Aujourd'hui, les Black Disciples sont divisés en plus de 307, des cellules locales de 30 à 40 membres chacune. Et plus les autorités tentent de les démanteler, plus ils se rendent insaisissables. Leur histoire est marquée par la violence extrême, les exécutions ciblées et une soif de pouvoir incontrôlable. Ils sont aujourd'hui considérés comme le gang le plus dangereux de Chicago, avec un nombre de morts qui ne cesse de grimper année après année. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Si vous avez apprécié ce voyage à travers le côté obscur des gangs les plus dangereux du monde, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager votre avis en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez curieux, restez prudents